Alors vous applaudissez avant, mais enfin on ne sait jamais. Hein. Alors vraiment, on a le très très grand plaisir, honneur également, bien entendu, mais c'est surtout le plaisir et le bonheur d'accueillir à nouveau parmi nous Guy Bedos, puisque c'est la 3e ou 4e fois qu'il vient à Montsartou. Et nous, on est très heureux de l'accueillir. Et vous aussi, j'imagine, puisque vous êtes là. Alors c'est François Rousseau qui va vous le présenter. On a fait un petit montage, j'espère que tout ira bien. Moi, je le remercie, je te remercie vraiment du fond du cœur de ce soutien que tu nous apportes à Montsartou. Voilà, merci et bonne séance. Je m'empresse de dire que pour moi aussi, c'est un soutien de rencontrer ceux que je rencontre ici. C'est un îlot de bienveillance, d'intelligence, de chaleur humaine qui est très rare. Et je suis pas fou. Si je reviens, c'est parce que j'aime ça. Merci. Alors, je ne me permettrai pas de vous présenter, parce que ce qu'a dit Malou, non, on ne présente pas. D'ailleurs, j'ai fait 3 pas avec vous, il y a un homme et une femme qui l'a dit, Guy, on vous aime. Hein, oui, oui. C'est ça. Donc, quand on me dit ça, moi aussi, je les aime. C'est ce que vous leur avez dit, et aussi on vous présente comme un élément faisant partie du patrimoine français. Oui, c'est le cafard terrible. Voilà. Alors, non, mais justement... Patrimoine ne signifie pas monument historique. Oh. Parce que... Ça va. Oh. C'est vrai que j'ai réalisé ces temps-ci, d'après l'âge de ma fille aînée, que je pourrais être le père de Christine Lagarde. Oh là là. Ça m'a foutu un cafard d'imaginer que Christine Lagarde pourrait m'appeler papa. Oh, ça m'a foutu un coup de vieux terrible. Ah la vache. Bien. Je résiste à un âge avancé. Je suis entré dans les années courtes et j'essaye de ne pas tuer le jeune homme que j'ai été. Bien. Alors, aujourd'hui, avant de parler de plans rapprochés, oui. Ces portraits, ce ne sont pas des portraits, parce que ce sont des zooms sur des bouts de vie, la vôtre et celle des gens que vous avez rencontrés. Que j'ai eu la chance de rencontrer, que je n'ai pas cherché à rencontrer parce que je n'ai jamais... Je suis ambitieux, mais je ne suis pas arriviste. Et ces gens que j'ai rencontrés, dont certains d'ailleurs sont réfutés par moi, maintenant, il y en a quelques-uns. Mais au départ, je voulais ressusciter des gens que j'ai aimés, qui sont des gens considérables. Je pense à Simone Signoret, dans un genre différent à Pierre Desproges, tout ça. Enfin bon, je suis en deuil, moi. Je ne vais pas beaucoup au cimetière, mais... Et vous dites, j'aimerais être Dieu pour les ressusciter. Il me manque. Mais je suis Dieu. Vous êtes Dieu. Voilà, très bien. Ça ne se sait pas assez, mais Alors, avant de les évoquer, actualité du jour, les primaires. Oui. D'ailleurs, vous devez nous quitter tôt pour partir voter. Dans une municipalité de gauche, on avait oublié que tout de même, on doit aller voter normalement. Et donc, je pars plus tôt pour avoir un avion qui me ramène à Paris pour que j'aille laisser mon bulletin dans l'urne. Alors, dans ces plans rapprochés, vous citez François Giroud qui dit en politique, entre 2 inconvénients, il faut choisir le moindre. Non. Il faut toujours faire des citations exactes. Oui. Alors, elle dit, et je reprends à mon compte, en la citant, parce que je ne fais pas partie de ces gens qui piquent les phrases des autres et se les attribuent. Elle est citée. Voilà. Elle dit... en politique, il faut savoir choisir entre 2 inconvénients. Entre 2 inconvénients. En effet. Moi, alors là, vous en avez 6 d'inconvénients. Il va me laisser parler, lui. Non, vous en avez 6 d'inconvénients, là. Lequel vous choisissez? Mais ça ne vous regarde pas. Vous voulez savoir pour qui je vais voter? Je ne vais pas voter à droite, forcément. C'est une évidence. Mais il n'y a pas de gens de droite dans les 6. Aujourd'hui, non. D'accord. Non, il y en a qui sont plus à droite que d'autres. Voilà, c'est ce que dit mon même à gauche. Mais voilà, il faut essayer de voter utile. Et j'ai trouvé ces primaires auxquelles je n'étais pas très favorable au départ, parce que
ça reste un mystère pour moi. Ce vote, en somme, ouvert à chacun. Moi, je serai au Front National, je viendrai voter pour faire chier et pour voter pour, j'allais dire, pour celui qui ne sera pas dangereux pour Marine Le Pen. Donc voilà. Mais là, pour le coup, il faut rendre hommage aux chaînes de télévision qui ont accueilli ces primaires. Je suis sûr que ça doit d'ailleurs agacer beaucoup M. Sarkozy et ses ministres domestiques. Mais c'est vrai que on a bien montré, d'une certaine manière, moi quand je les vois tous ensemble, il y en a que je préfère à d'autres, évidemment. Et il y en a même... Disons, il y a un personnage, je ne veux pas donner de sexe, qui m'agace terriblement, mais en même temps, on n'a même pas envie de d'élire un candidat. On aimerait qu'ils soient tous comme une sorte de constituante, comme ils sont appelés, si ça marche, à se retrouver dans un gouvernement. On a envie que toute la bande passe en même temps, voilà. Mais bon, ça, c'est pas comme ça. C'est vrai que le pouvoir du citoyen ordinaire, dont je suis, est réduit. Ce bulletin qu'on va mettre dans l'urne de temps en temps, à part la grève pour certains, la manif pour tout le monde, et la révolution, dans mon sens, de velours, car j'aime pas beaucoup la mort, j'aime pas beaucoup le sang, mais on peut, comme en Tchécoslovaquie, avec la Wawel et les autres, ont réussi à l'époque à... Enfin, il y a eu un mort, c'était Yann Palach, ce jeune homme, cet enfant qui s'est suicidé à l'époque, comme ce garçon... tunisien, il y a comme ça des martyrs qui marquent et qui sont sans l'avoir souhaité, qui sont des sortes de héros. Voilà, merci d'avoir soufflé. Je suis un homme âgé, de temps en temps, l'Alzheimer me guette. Et comme j'aime les mots exacts, je peux vous faire patienter pendant un quart d'heure pour trouver le vrai mot. Bien, pour en revenir à ces plans rapprochés, Simone Signoret. Oui, voilà, une immense tendresse, même plus. On lit l'amour, on le lit à travers les. C'était ma sœur, c'était ma grande sœur, une grande sœur choisie. C'est un hasard. Je viens de relire un livre de Kundera que je vous conseille, qui s'appelle L'insoutenable légèreté de l'être, qui évoque beaucoup et souvent au cours du livre le hasard. Et le hasard aura eu beaucoup de talent dans ma vie. Car vraiment, le hasard est partout. Il est dans la vie professionnelle, et il est même dans la vie amoureuse. Moi, je vis avec une dame depuis 33 ans. On s'aime et on a eu des enfants divins. Et bref, et je l'ai rencontrée à Montélimar par hasard. Pourquoi Montélimar Voilà. Voilà, je l'ai rencontré là. Et on ne s'est plus quitté. Donc, c'était du hasard. Et donc, il faut dire que Simone Signoret, j'avais écrit un spectacle à l'époque, j'avais 27 ans à peu près, que, bon, je vais faire vite, qui est devenu un film, qui s'appelait Dragée au poivre, qui a eu beaucoup de succès, et qui est allé un peu partout, à Venise, dans les festivals, Venise, Londres, New York, etc. Pour le jeune homme que j'étais, je sortais du cabaret de Saint-Germain-des-Prés, tout ça, c'était important. Et j'ai eu la chance de plaire à des gens de la taille de Simone Signoret. Bon, il y avait mon copain Belmondo qui a joué un certain sketch. C'était un film à sketch, ça se faisait beaucoup à l'époque. Les Italiens, les Scola, voilà, Nous sommes tant aimés, Risi, etc. C'était un genre à la mode qui va revenir d'ailleurs. Il semblerait que
Jean Dujardin et son copain Gilles Lelouch et mon fils Nicolas ont fait un film, un sketch qui va sortir bientôt. Ok, mais et Simone est devenue un personnage très important de ma vie. Et voilà, je lui dois beaucoup. Elle m'a appris beaucoup de choses. C'était mon prof de Sciences Po. Et donc, et on peut écrire Po comme on peut. Donc, voilà. Et je ne vais jamais dans les cimetières, mais ce livre, je l'ai écrit pour ressusciter, en Dieu que je suis, pour ressusciter certaines personnes. Il en est de même pour Pierre Desproges, qui a été un ami formidable, un ami absolu. Je dis dans le livre, si l'amitié c'est l'amour, sans le sexe, tu auras été l'homme de ma vie. Et c'est un peu pontifiant, mais c'est réel. Et voilà. Parce que je passe pour certains pour un type plutôt méchant, ce que je ne suis pas. Je suis... il m'arrive d'être féroce. Non, je connais pas la haine. Mais j'ai des déceptions extrêmement douloureuses et du coup éloquentes. Je fais le portrait de certains aussi qui m'ont déçu. Je pense à Bernard Kouchner, qui était un type formidable. C'est d'ailleurs Simone qui nous avait présenté l'un à l'autre. J'ai fait de la moto avec lui. Et on a soutenu des tas de gens ensemble. Et puis voilà, quand je l'ai vu faire du jogging avec Sarkozy, il m'est tombé du cœur. Et je le plains. Sinon, voilà, je sais plus ce qu'il y a. Il devait y avoir 50 personnages et ma partenaire... Il y a Barbara. Comment ? Il y a Barbara. Barbara, un jour d'été, j'étais passé en première partie, ce qu'on appelait en vedette américaine, à Bobino, et elle-même était passée également. Moi, c'était en première partie d'une grande chanteuse portugaise spécialiste du fado, Amália Rodrigues, et elle était passée avec Brassens, et puis elle s'apprêtait à passer donc en vedette à Bobino, et à un certain été, alors qu'on ne se connaissait pas, elle m'a téléphoné, on se connaissait, on savait qui on était tous, mais elle venait du cabaret comme moi, elle était à l'Écluse, moi j'étais dans un cabaret qui s'appelait la Galerie 55. Il n'y avait pas de café-théâtre à l'époque, c'était des cabarets. J'ai connu Prévert qui m'a, par exemple, avec son frère, dirigé un peu un cabaret qui s'appelait La Fontaine des Quatre Saisons, et Prévert était mon héros. Je disais des textes de Prévert quand j'étais gosse, même en classe de grec. J'étais encouragé par certains professeurs de lettres, et donc et c'est Prévert que j'ai rencontré qui m'a dit: vous devriez écrire, vous. Ça va, une intuition. Et donc ça m'a sauvé parce que je venais d'une école de... Je fais des parenthèses que je ne referme jamais, je vous préviens. Et il m'arrive de m'ennuyer moi-même dans mes propres phrases. Mais bon... Il n'y a pas de plan rapproché sur Prévert, donc profitez-en bien. Ce que je veux dire, parce que ce n'est pas écrit. C'est que je me suis mis à écrire des spectacles parce que justement je sortais d'une école de théâtre classique où j'avais à 17 ans et demi mis en scène et joué Marivaux, Shakespeare, Musset, Molière, et que d'une certaine manière, on ne m'offrait que du théâtre digestif. J'avais 20 et quelques années, 22 ans, et j'avais pas du tout envie de jouer ça. Disons que c'était les Laurent Ruquier de l'époque, quoi. Je parle du théâtre, là. Et je l'aime bien, Laurent Ruquier, comme présentateur, mais comme auteur, il faudra qu'il m'attende longtemps. Et donc, voilà. Et c'est grâce à ça que j'ai pu exister en écrivant moi-même mon théâtre à moi. Et j'ai pris le goût de l'écriture. Il m'arrive donc d'écrire des livres, de participer à l'écriture de films. Avant de mourir d'un cancer du poumon. Le temps presse. Et donc, voilà. De quoi on parlait ? On parlait de Barbara.
Voilà. Alors, de qui on parlait Barbara, c'est une femme magnifique qui m'a enchanté. Bon, elle m'avait choisi. Ça me passait en co-vedette. On a eu un succès fou. On jouait même les jours de relâche. Et vous dites que vous avez un moment où vous êtes inquiété parce qu'elle ne riait pas de vos spectacles. C'est-à-dire que non, elle riait dans la vie. Elle faisait rire. Elle avait beaucoup d'humour. Elle n'était pas à une seule dimension. Elle était très émouvante dans ce qu'elle chantait, mais elle pouvait être très drôle aussi. Mais simplement, elle avait toute une espèce de répertoire à elle, où elle avait besoin, elle, de se concentrer sur ce qu'elle allait faire. Donc elle venait s'asseoir côté jardin, là, mettons là, dans la coulisse, et pendant que les gens riaient, c'est ce qu'elle a fait, tout ça, elle me regardait fixement, ça me foutait les jetons, parce que d'un coup, de voir l'aigle noir qui vous regarde comme s'il avait vous attaqué, ça aide pas à jouer, quoi. Donc je lui ai dit, arrête, s'il te plaît. Bon, elle m'a dit, mais je t'adore, etc., etc. Et c'est vrai que j'ai quelques photos qui en témoignent. Elle m'aimait beaucoup. Mais elle m'a invité très souvent à venir chez elle, dans sa maison de campagne. Et curieusement, j'ai toujours refusé parce que c'est quelqu'un que je voulais voir la nuit et pas le matin. Je ne voulais pas prendre le petit déjeuner avec elle. C'était quelqu'un de la nuit. Et donc, c'est intéressant ce que je dis. Oui, tout à fait, tout à fait. Mais je l'écoute encore. J'ai même passé ça à mes enfants qui écoutent, ceux que j'ai eu la chance de rencontrer. J'aurais pu dans le livre y ajouter Brel, Brassens, etc. Parce que j'ai eu la chance de croiser des gens magnifiques. Dans le livre, vous l'avez déjà évoqué, votre ami Desproges. Vous évoquez Pierre Desproges. Je lui passais tout. Oui, mais parce qu'on n'était pas d'accord. C'était un anarchiste de droite et moi je suis un libertaire. Donc, vous dites il était engagé. Moi j'étais engagé, lui s'il était dégagé. C'est ça. Bedos c'est un artiste engagé et moi je suis un artiste dégagé. Mais je m'en foutais de tout ça parce qu'il me faisait beaucoup rire et que d'une certaine manière sur l'essentiel on était d'accord. C'est-à-dire faire chier le monde. Oui. Vous y avez réussi? Oui, pas mal. Oui. Oui, oui. Et encore maintenant, oui. Ça ne veut pas dire ennuyer, faire chier le monde. Ah non, ça mais veut dire, c'est une expression un peu familière. Je parle jeune de temps en temps. Je me sers du vocabulaire comme Chantal Goya se sert de la chirurgie esthétique. Vous voyez. Chacun sa façon de se rajeunir. Et alors, donc, Barbara, c'est difficile. J'ai écrit justement parce que j'écris mieux que je ne parle. Et je sais pas, lisez-le. Alors, juste une parenthèse que je refermerai très vite. Ce qui m'a beaucoup frappé et plu dans ce livre, c'est que quand vous lisez les plans rapprochés, vous entendez la voix de Guy sur scène racontant ses sketchs. J'ai d'ailleurs hésité parce que je voulais pas être trop présent. Parce que je voulais pas avoir l'air de parler de moi, alors que je voulais parler des autres. Simplement, on m'a dit autour de moi, et il y a des gens intelligents autour de moi, et sensibles, qui m'ont dit, mais si tu ne t'impliques pas, si tu n'es pas dans le film, d'une certaine manière, ça va avoir l'air d'un papier de Paris Match, ce qui est une horreur pour moi, ou pire, de Voici. Donc, effectivement, je suis dans... Oui, ce sont ces personnes-là, vues par moi, et partageant une histoire commune. Voilà, oui. Oui. Alors, justement, partager histoire commune, deux personnes qui ont partagé une longue histoire commune, Deneuve et Mastroianni, oui. Et vous êtes glissé dans cette histoire. Oui, entre eux, et puis vous faites également allusion à tous les monstres du cinéma italien. C'est encore le hasard. Vous avez croisé. C'est encore le hasard, parce que j'ai connu... Catherine a été ma belle-sœur, voilà, j'en parle dans le film. Oui, donc Françoise, la sœur de Françoise d'Orléac. J'étais le fiancé à une époque de Françoise d'Orléac, qui m'a fait la vacherie de se tuer en voiture. Du coup, je conduis pas. Je lui ai offert cette abstinence motorisée
parce que, voilà, je fais partie de ces gens qui, comme disait Simone Signoret, ne désaiment pas. Je peux être amoureux d'une autre femme et puis ne pas oublier que j'ai aimé une autre femme aussi. Donc, je vivais avec ma chère Sophie Daumier à l'époque, mais quand François s'est tué, j'ai été très malheureux et Sophie a très bien compris. Et donc, j'ai connu Catherine Deneuve. Elle avait 16 ans, elle voulait absolument pas faire ce métier. Et je le revois, enfin, je le raconte tout ça sur le port de Saint-Tropez, puisque à l'époque Saint-Tropez était fréquentable. Moi, quand je vais à Saint-Tropez maintenant, ça m'est arrivé pour faire plaisir à mon fils. Une fois, quand il a passé son bac par miracle, je lui dis qu'est-ce qui te fait plaisir pour l'été? Il me dit aller à Saint-Tropez. Oh merde. Et bon, j'ai passé les vacances d'Alfred Sirven. Moi, je me suis caché dans une maison pour pas rencontrer grand monde. Mais c'est vrai que Saint-Tropez, si on va sur le port, on sort de là en détestant les riches et les pauvres, parce que franchement, voir tous ces mimi la casquette, regarder les connards entre deux glaïeuls qui boivent du champagne, on a l'impression que leur bateau bouge jamais et qui sont là pour se faire admirer, c'est insupportable. Donc voilà. J'ai la chance d'avoir une petite maison en Corse et le port de Calvi est beaucoup plus humain. Et donc voilà, et je suis devenu donc l'ami de Marcello Mastroiannis, qui était un grand honneur pour moi. C'est un des hommes, c'est un des acteurs les plus superbes que j'ai eu à fréquenter. Et c'était un homme magnifique, qui avait une philosophie de la vie extraordinaire, etc. Et je suis devenu ami. Et dans mon film Dragé au poivre, il n'y était pas, mais il y avait Monica Vitti, qui était une actrice italienne, qui était l'inspiratrice, la muse d'Antonioni. Et là, elle s'était amusée à jouer un sketch de moi avec, dans le film, avec Vadim, qui lui donnait la réplique. Et donc, la question s'est posée quand j'ai écrit La Drague avec Sophie, qui a été un succès considérable. Il y a d'ailleurs des filles de cette génération qui m'en veulent parce que il y avait des connards qui s'emparaient d'elle pour danser ça, parce que ça se dansait dans les boîtes, et qui faisaient toutes les conneries que moi je faisais, moi qui incarnais un con, que je faisais dans le sketch. Ils leur griffaient le dos, ils leur mordaient les oreilles, tout ça. Elles sortaient de là absolument. Beaucoup de ces femmes, d'ailleurs, ont viré leur cutie et sont passées à l'homosexualité à cause de ce sketch. Mais voilà. Et donc, et la question s'est posée dans un dîner avec Mastro, comme on l'appelait, qu'il joue ce sketch en italien avec Monica Vitti. Et un jour, et je raconte ça, toujours le hasard, je me suis retrouvé à Rome, mais entre-temps, Monica Vitti était tombée malade, elle est toujours vivante, mais elle a été frappée d'une sorte d'Alzheimer, il faut bien dire, que moi je n'oublie pas. Et me voilà avec Mastroianni, qui tourne un film à Rome, qui est une ville que j'adore. Je suis d'origine espagnole, andalouse même, mais j'aime beaucoup l'Italie. Le cinéma italien m'a beaucoup influencé. Je fais du cinéma italien sur scène. Et donc, d'ailleurs, le coffret que je vais sortir de 50 ans de carrière, là, qu'on va sortir pour moi, ça s'appelle La vie est une comédie italienne, qui est le titre d'un texte que je dis avec une musique inspirée par Nino Rota, que m'a faite d'ailleurs Vous suivez ce que je raconte ou pas? Que m'a faite le garçon qui faisait de la musique avec Barbara, d'ailleurs, tout ça se recoupe, parce que c'est ça la vie, et qui est inspiré par Nino Rota, et je dis, la vie est une comédie italienne, buonasera, signore, la vie est une comédie italienne, tu ris, tu pleures, tu ris, tu vis, tu meurs, tu vis, commediante, tragédiante, c'est ça, la vie, etc., etc. Et donc, me voilà en Italie, dans la roulotte de Sophia Loren, qui était une star considérable, qui me reçoit en costume de travail, c'est-à-dire à moitié nu, et
Et bon, et elle me dit que comme elle était venue, l'Italie n'allait pas bien, Berlusconi n'était pas loin, et donc ça a commencé à déconner en Italie, et on avait menacé d'enlever ses enfants, je sais pas quoi, elle s'était réfugiée à Paris, et je m'aperçois que Sophia Loren, une immense star planétaire, était une groupie d'une certaine manière, parce qu'elle me voyait très souvent le samedi soir chez les Carpentiers, je parle pour ceux qui ont l'âge, j'en vois, faire mes sketchs, etc. Et elle m'aimait beaucoup. Et donc elle se propose pour remplacer Monica Vitti dans le couple avec Mastroianni. Bon, j'étais très affecté par la maladie de Monica, mais bon, je me dis, bon, c'est bien ça. Et puis dans le même temps, Mastroianni s'est séparé de Catherine Deneuve, il a eu une petite dépression, et il y avait le projet de faire la version anglaise avec, comment s'appelait-il, le Jules de... Comment s'appelait-elle d'Elizabeth Taylor. Burton. Oui, merci d'aider un vieillard. Mais vous savez que je vous emmerde d'autre part. Hein, et Richard Burton est quitté par Elizabeth Taylor. Je me suis dit, Matraque, ça porte pas de bonheur. On l'a rangé et il n'y a pas eu de version internationale. Mais tout ça, je raconte ça dans le livre. C'est amusant, c'est plaisant. Voilà. Dans le livre, vous évoquez aussi... Oh, ils sont là. Ils sont là, oui, oui. C'est bien d'avoir trouvé ça. Je les aime tous les deux. Jean-Loup Dabadi. Oh. Et j'ai découvert que c'était lui qui vous avait écrit le sketch Bonne fête Paulette. Bien sûr. Et il n'était pas rancunier, parce que moi j'avais été réformé pour maladie mentale pendant la guerre d'Algérie, et j'avais à peine triché, et lui, il n'était pas en Algérie, mais il était au service militaire, pendant que moi j'avais été réformé pour... Voilà, j'ai fait la grève de la faim, bref, j'ai tout fait pour pas aller tirer sur mes amis pieds noirs. Pardon. Lapsus, intéressant, oui. Sur mes amis algériens. Et voilà, il n'était pas question que je le fasse quand je veux pas faire quelque chose. Quand j'ai entendu, en arrivant au fort de Vincennes, où j'ai été enfermé pendant quelque temps, la discipline et la force principale des armées, je me suis dit, ça c'est pas pour moi, il faut que je me barre. Et donc je me suis barré et je voulais pas faire cette guerre. J'étais un lecteur de Camus, qui est l'un des pieds noirs que je préfère. Je crois même que je le préfère à Enrico Macias. C'est dire. Et donc, voilà. Et attends, Dabadi. Il dit souvent qu'il m'a découvert au foyer du soldat, parce que je l'ai remplacé dans une émission comme auteur, et moi comme interprète aussi, d'une chanteuse de droite qui s'appelait Michel Arnaud, mais qui n'était pas regardante, et donc elle m'avait engagé, et j'ai joué mes premiers sketchs, et puis voilà, comme vous l'avez dit, tombe littéralement amoureux, c'est pas sexuel du tout, mais on peut être amoureux comme ça, de cœur, et c'est toujours le cas. Il était cet été dans ma maison en Corse, et on s'aime toujours, et on rit toujours ensemble. Ça fait un demi-siècle que ça dure, et on a travaillé, avancé ensemble. Je joue mes sketchs, je joue les siens, et voilà, et on se ressemble. Il est plutôt à droite, lui, mais c'est pas la guerre civile, vous voyez, je le dis. Il m'arrive de préférer boire un verre avec Sardou plutôt qu'avec Renaud, car avec Renaud, ça risque d'être un verre de trop. Mais j'aime beaucoup Renaud et je me fais du souci pour lui. D'autre part, vous suivez toujours, c'est intéressant. Et donc, Dabadi, c'est une longue histoire. On n'est pas toujours d'accord, on s'est disputé parfois. Pas pour des raisons politiques, mais parce qu'on a deux caractères un peu différents, l'un et l'autre, mais qui s'harmonisent. Et il écrit des textes. Là, pour mon dernier spectacle, à Rideau, je vais jouer un texte qui s'appelle Tout a une fin sauf moi, qui est un texte de lui et qui est remarquable. Voilà. Et donc...
Et dans la vie, on fait beaucoup d'heures supplémentaires dans la vie, avec sa femme, avec la mienne, et on s'entend tous très bien. Et c'est une histoire d'amitié forte. Il est à l'Académie française, vous vous rendez compte. Ça me rajeunit pas. Pas sûr, non. Non, c'est pas pour moi. Et puis, j'aime pas le costume. Vous savez, moi, je refuse tout. Et Mitterrand, avec qui j'avais des rapports assez privilégiés, il s'était approché de moi à un moment, il m'a dragué. Mais Sarkozy aussi, mais Mitterrand, c'était quand même si on regrette certaines choses, moi j'ai eu du mal à digérer l'affaire Bousquet, je suis un goy qui peut être choqué qu'on offense les juifs, n'en déplaise à certains juifs qui pensent que si on préfère Anne Frank à Ariel Sharon ou à Bibi Netanyahou, on est antisémite, bon, ben c'est leur problème. Hein. Mais moi je ne change pas. Et j'ai mes têtes. Je ne fais pas de discrimination politique. Je suis antiraciste à mort. Je combats l'antisémitisme à mort depuis que je suis né, car je viens d'une famille. Mon beau-père, le mari de ma mère, trouvait beaucoup de charme à Hitler. Donc je reviens de loin. Je suis un résilient, comme on dit d'ailleurs. Mais mes amis maintenant, parmi mes amis préférés, ils sont d'ailleurs dans mon coffret, si j'ose dire, ils témoignent de leur amitié à eux, s'appellent Boris Cyrulnik et Michel Onfray. Et bon, voilà, je fréquente des gens qui n'ont pas fatalement... qui ne sont pas dans le show business. Je fréquente peu le show business, je fréquente des gens normaux et parfois des grands intellectuels de cette sorte. Et j'en suis très flatté, il faut bien dire. Donc, et très heureux, et on s'entend très bien. Mais que dire de plus? Ah oui, de quoi je voulais parler? On parlait de Mitterrand, des décorations. Ah oui, Mitterrand. Et... Non, on parlait d'ailleurs, vous avez refusé la Légion d'honneur. Oui. Et en disant, alors je fais pas une citation, sinon je vais me faire reprendre, mais vous dites, je préfère le rouge du nez sur son nez à celui qu'on accroche à sa boutonnière. Sa boutonnière, oui. Voilà. Et je l'ai écrit à Mitterrand, ça. Ouais. Parce que la Légion d'honneur... Quand il voulait vous remettre la Légion d'honneur. Oui, sur sa réserve personnelle de croix. Ouais. Mais il aurait dû être plus réservé dans certaines de ses relations. Voilà. En parlant de relations, vous parlez d'une relation qui a fait la une, bien malgré elle, tout l'été, Anne Sinclair. Mais je précise que vous en parlez avant l'affaire, oui. Puisque... vous l'écrivez, donc ce n'est pas un secret, qu'entre les deux inconvénients, DSK, Sarko, vous avez choisi. Oui, maintenant, ce n'est plus le cas. Est-ce que vous avez eu Anne Sinclair depuis... je ne sais pas si on l'a déjà évoqué, cette phrase de François Giroud. Oui. Bon, ben voilà, effectivement, j'ai parlé de ça. Et c'est vrai qu'Anne Sinclair est une amie très tendre depuis longtemps. Vous l'avez eue depuis, sans oui, bien révéler sûr. les... Oui, je suis sur écoute. Monsieur Guéant, je le salue. Voilà. Quand chaque fois que je téléphone sur mon portable, mais... Vous en parlez avec beaucoup de tendresse d'Anne Sinclair. Vous parlez de que ses débuts dans le journalisme. Oui, je l'ai connue débutante, puis après elle m'a reçu à 7 sur 7. Je suis sans doute le seul manque à avoir été le plus souvent à 7 sur 7. Et c'était un délice parce que c'était en direct et je pouvais dire ce que je pensais de la droite, de la gauche, tout ça, c'était très gai. Bon, et on est très liés. Je l'ai connu avec son précédent mari, Yvan Levaille. Et on a eu nos enfants, j'allais dire ensemble, non, il n'y a pas de preuve, mais en même temps, les deux, à 4 ans d'intervalle, oui, on a eu des saillies estivales à peu près jumelles. Et donc, oui, ça crée des liens, tout ça. Et c'est vrai que j'aime beaucoup. Ah non, ici ou là, je crois qu'on s'est moqué d'elle dans son attachement à son Jules. Que dire, ça la regarde. Et il y a beaucoup de choses qui ont été dites sur Strauss-Kahn qui regardent Anne Sinclair et pas le public. Ça va, ça suffit maintenant. Je n'approuve pas
Strauss-Kahn. Mais comme m'a dit mon ami Michel Rocard, ça relève plus de la médecine que de la sécurité publique. Voilà, 70 ans de prison, on n'en a pas autant fait que lorsqu'un ami que je ne citerai pas de Sarkozy s'est fait faire une inflation, comme dirait Rachida Dati, par une de ses employés, avec un revolver sur la tempe, on a étouffé l'affaire à l'époque. Donc basta. Je veux dire que il a tort, Strauss-Kahn, bien sûr. Je hais le viol, je hais tous les rapports forcés. Je me refuse même au viol conjugal. C'est dire, si ma femme s'ennuie, enfin j'espère qu'elle s'ennuie, salope. Tiens, je reprends toutes des salopes, mais je passe par le cinéma aussi, parce que j'ai connu, comment s'appelle-t-elle, une des reines du X à l'époque, oh, j'ai oublié son nom, chez comment? Voilà, Brigitte Lahaie, merci beaucoup. Vous regardez ça, vous? Il y a des femmes qui regardent ça, parce que ça les aide, hein. Mais elle va trouver des idées. Mais c'est vrai que quand j'ai écrit toutes les œuvres, c'était des journaux. Il y a toujours des journaux de cul, pour dire les choses crûment. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de films X. Et donc j'ai rajouté cette dimension-là dans ma nouvelle version de Toutes des salopes. Ça devait s'appeler plus poétiquement, plus littérairement, Les maîtresses de papier. Et puis mon éditeur de l'époque, Eddie Barclay, qui n'était pas un poète, dit non, Toutes des salopes, c'est mieux. Bon, ça se vendra mieux. Bon, ok. Et c'est vrai que c'est dire si c'est compliqué parfois, parce que dans l'humour, j'ai écrit quelque part, l'humour est une langue étrangère. Pour certains, il faudrait ajouter des sous-titres. Mais c'est vrai que parfois, certains, et même des intellectuels, ça, par exemple, à l'époque où j'ai écrit Vacances à Marrakech et Toutes des salopes, c'était à peu près la même époque, il a fallu que je donne le mode d'emploi de mon sketch, car certains me prenaient pour un raciste et d'autres me prenaient pour un macho absolu, et notamment des femmes, des universitaires, tout ça, qui disaient « Ah oui, mais c'est dégueulasse ce qu'il dit sur les femmes, toutes des salopes. » Ah oui, non. Il s'agissait de la misère sexuelle de certains couples et de certains hommes, notamment, qui, il faut bien le dire, se masturbent devant des journaux ou devant la télé X parce qu'ils n'ont pas une vie sexuelle satisfaisante. Voilà, c'est de ça qu'il s'agissait. Et c'est pathétique, tout ça. Et donc, enfin, c'est pathétique, je sais, parce que parfois, il vaut mieux se branler devant une fille qui a un peu d'imagination que de baiser une autre qui n'en a pas. Mais enfin bon, une parenthèse dont j'aurais pu faire l'économie, bien sûr. Voilà. C'est bien. Hein, ah oui, c'est très bien. Mais on dit des saloperies, tout ça, on vous écoute comme ça. Ça nous éloigne de Kouchner. Il est là, lui? Non, il va arriver. Ah bon? Il va arriver. Bah, Kouchner, je l'ai connu. C'est donc Simone qui nous a présenté l'un à l'autre. Moi, je l'ai trouvé formidable. Ce médecin qui allait partout, le French doctor, qui allait soigner les nègres partout. C'était épatant. Puis après, bien plus tard, on s'est aperçu qu'il touchait du pognon d'un tas de rois nègres, parce qu'encore une fois, je ne tombe pas jamais dans la discrimination positive. C'est un autre ami de Simone qui est devenu le mien, qui s'appelait James Baldwin, Jimmy pour les intimes, qui est un écrivain, qui s'était réfugié à Saint-Paul-de-Vence et qui avait été le lieutenant de Martin Luther King et qui appelait certains de ses collègues noirs les nègres de vitrine. Je veux dire que on n'est pas censé devoir trouver... Moi, je connais des juifs qui ont aucun humour et des noirs qui n'ont aucun rythme. Et il faut arrêter avec ça. Voilà. Je pense qu'on doit pouvoir
justement, c'est ça le vrai antiracisme, c'est de pouvoir justement faire ses choix parmi tel ou tel, exactement comme je le ferais, comme disait Coluche, parmi des gens normaux, blancs. Je veux dire que j'ai mes têtes, encore une fois, et vous avez les vôtres aussi, et c'est peut-être pas les mêmes, peu importe. Si, sûrement. À moi, surtout, c'est comme si je vous avais fait, je vous connais ici. Donc, c'est intéressant, hein? Oui. Vous n'ennuyez pas du tout. Ah, pas du tout. Ah bon. Et donc, j'ai connu Kouchner. Là, je me souviens, on soutenait ce type qui avait été pris en otage au Liban, Kaufman. Et on allait faire des tas de choses pour lui, avec sa femme, etc. À l'époque, c'était un type épatant, Kouchner. Et puis, plus tard, je le vois. Là, vous le trouvez moins épatant, à la limite, que Zemmour, pour lequel vous avez... je m'attendais à un assassinat, et vous le sauvez, les dernières lignes, il est sauvé. Mais parce que c'est pas simple. Effectivement, je trouve détestable le comportement de Zemmour à l'antenne, et dans la vie, il est beaucoup plus nuancé que ça. Et voilà, c'est son truc. Bon, ben voilà, c'est un juif pied noir qui a été élevé dans la haine des Arabes qui nous avaient jetés dehors, et du coup, ben, il n'est pas guéri, et il continue à faire chier tout le monde avec toutes ces histoires de politiquement correct. Qu'est-ce que ça veut dire politiquement correct? Je sais pas, si Anne Frank avait rencontré Hitler et qu'elle l'ait trouvé contestable, c'était peut-être du politiquement correct. C'est des imbécilités sémantiques que sort la droite de temps en temps quand on a raison. Voilà. Et Zemmour, vous lui trouvez ce petit côté alors un peu fréquentable, fou, non, politiquement incorrect? Non, fréquentable, non. Je passerai pas mes vacances avec lui. Mais non, quand même. À Saint-Tropez? Non. Mais comment dire, il n'est pas contenu dans ce personnage de procureur culturel, de flic culturel qu'il a été très souvent à l'antenne, pas avec moi parce qu'il avait peur de moi. Il avait peur de moi physiquement. Il avait raison parce que je lui en mets une et je lui dévisse la gueule. Mais j'ai de la culture algérienne, moi, donc coup de boule, machin, ça je connais. Et encore aujourd'hui, il faut pas me faire chier. Mais je suis pas grand, mais je peux faire du mal encore. Donc voilà. Mais bon, mais je préfère les mots quand même. Et Zemmour, oui, je me suis amusé. Oh, c'était plus... je passais d'Aragon, dont je parle dans le livre, à Zemmour. De passer de A à Z et d'Aragon à Zemmour, ça relève d'une certaine manière du parachutisme. C'est vraiment, j'ai l'impression de me jeter comme ça dans le fin fond d'un ravin, d'Aragon à Zemmour. Zemmour fait partie de ces gens qui mettent en avant leurs diplômes, leurs études supérieures, etc. J'en ai rencontré d'autres, Finkielkraut et quelques autres. Et moi qui ai quitté l'école assez tôt, enfin, j'ai pas passé mon bac, j'ai fait du théâtre sur ordonnance médicale. Le médecin a dit à ma mère, laissez-le partir et laissez-le faire du théâtre, sinon il va se tuer. C'était vrai. Et donc voilà. Mais j'ai remarqué que le savoir et l'intelligence sont deux choses qui ne sont pas fatalement, qui ne se marient pas toujours. Et donc, on peut avoir passé des tas d'examens, avoir des diplômes, et être un con. Et voilà. Et je dis d'ailleurs, en parlant de Zemmour, j'ai pour principe de ne pas m'attarder sur des riens. Donc, on va pas faire long sur Zemmour. Kouchner, d'une certaine manière, c'est autre chose. C'est que Kouchner... voilà, déjà quand je l'ai vu faire j'avais fait du jogging avec lui en vacances, et tout d'un coup je le vois faire du jogging avec Sarkozy. Ça, j'ai pas supporté. Alors là, je me suis dit, là, c'est la trahison absolue. Et donc, en Amérique, je sais pas quoi, Kouchner, d'une certaine manière, n'a pas résisté à
à l'attrait du pouvoir, des voitures de fonction, de l'argent, et il aurait dû répondre au livre de Péan, Le Monde selon K, où Péan l'accuse carrément d'avoir touché de l'argent au Rwanda et tout ça, ce qui est terrifiant. Moi, à la place de Kouchner, je souffrirais énormément de ça. C'est souvent les gens surtout ceux que j'ai bien aimés et sur lesquels je deviens plus réservé, je m'identifie à eux, et moi, à leur place, bon, je suis un peu obsédé par le suicide, mais enfin, je m'accroche. Hein. J'ai commencé à penser au suicide, j'avais 12 ans, et j'ai quelques semaines de plus. Donc, ça va. Ça va toujours? Oui. Vous dormez pas? Oui, non, d'autant que c'est fini. Ah bon? Vous allez me détester, mais j'ai pour consigne impérative de cesser cet entretien à 3h moins le quart. Parce que vous devez partir. Moi, je dois prendre un avion parce que je veux aller voter aux primaires. Est-ce que vous avez... On a peut-être le temps d'une question du public? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question qui lui tient à cœur C'est quand même angoissant d'abord. La seule question. La seule question. Le mec ou la fille. Bon, alors on va dire deux rapides. Se dévouer. 2 rapides questions. Il y en a une là. Monsieur, vous avez déjà posé une question. Il y a quelqu'un là qui veut. Madame, prenez le micro. J'entends pas. Bonjour Monsieur Bedos. Bonjour. Quelle est la signification pour vous du mot salope? Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, une salope? Non mais c'est une simple question, il n'y a rien de dramatique. Oh. Salope, dans ma bouche, c'est de l'affection. Donc non, c'est pas ni de la haine ni du mépris. C'est une espèce de jeu de mots avec les mots. Ça veut dire d'une certaine. Non, j'ai pas envie d'expliquer. Merde, débrouillez-vous. Alors. Oui, madame. Allez-y, parlez fort. Le jour et l'heure. Oui. J'aurais aimé une suite. Est-ce que vous pensez... Une suite à Le jour et l'heure. La suite du jour et l'heure, c'est ma mort, hein, ma chère, parce que oui, mais... d'une certaine manière, je suis favorable à la mort dans la dignité. Je suis favorable aussi à la vie dans la dignité. C'est pour ça qu'il est important de voter et de virer Sarkozy, s'il vous plaît. Et donc, effectivement, oui, j'ai écrit, Le jour et l'heure, d'une certaine manière, j'en ai fait un roman, mais c'est très inspiré, ça vaut testament. Ça veut dire que d'une certaine manière, moi, j'ai participé, effectivement, il faut bien dire, à l'assassinat, entre guillemets, de certains de mes amis, qui avaient à choisir entre cette mort choisie et l'acharnement thérapeutique. Et ça a été le cas de Desproges, ça a été le cas d'un autre ami, Michel Drache, tout ça. Et c'est vrai que j'ai fait partie d'un réseau, mais c'est pas que... même pour l'entourage, quand il faut choisir entre le chagrin de voir partir et le chagrin de voir souffrir et partir, dans tous les cas, il vaut mieux partir doucement. Et c'est ce que j'ai du mal, et c'est ce que beaucoup de gens ont du mal à faire entendre à M. Leonetti et à quelques membres du gouvernement, et même à certains médecins. Il y a des médecins qui se dévouent pour aider justement à partir doucement. Euthanasie rime avec anesthésie. Et moi, je trouve ça délicieux. Comme je dors mal, j'adore comme anesthésie. Ce qui m'agace, c'est qu'on me réveille. Merci. Je crois... C'est terminé. Hélas. Oui, hélas. Hélas. Vraiment, hélas. Je serais bien resté avec vous plus longtemps. Merci à Guy Bedos. Merci. Alors, on va attendre un petit peu que Guy Bedos sorte. Vous attendez 2 petites minutes que Guy Bedos sorte et la sortie se fera par le fond là-bas. Alors, attendez qu'il sorte 2 petites minutes et après, vous sortirez par là-haut. S'il vous plaît. Non, mais c'est là-bas la sortie. Very far over land and sea, a little shy and sad of eye, but
while we spoke of many things, fools and kings. This he said to me, that